Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, sur cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jason de la chaîne de Prépa et Performance. Bonjour Jason. Salut, merci pour l'invitation. Bon, de rien, avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, un peu fatigué. Les semaines sont beaucoup trop denses en ce moment et les jours trop courts, mais très bien sinon. Ok, ça marche. Bon, c'est cool. Écoute, je vais te laisser te présenter pour commencer ce podcast, dire un peu ce que tu fais et puis après on parlera un peu de ta chaîne Prépa Performance. Donc Jason, j'ai 32 ans. J'ai fait un parcours STAPS. J'ai une double licence, double master en entraînement et en éducation, enseignement. Aujourd'hui, je bosse à mon compte. J'avais commencé à bosser à mon compte pendant mes études pour essayer de financer un peu les études. Et puis parce que aussi j'étais déjà intéressé par le domaine de l'entraînement, donc mettre le pied à l'étrier le plus rapidement possible. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir justement redonner un petit peu de ce qu'on m'a apporté, puisque je fais des cours à l'université de Rouen en STAPS sur différentes matières. Je fais aussi des cours à l'Institut du sport à Paris sur les L3 entraînements. Et puis j'interviens aussi sur les autres branches BPGEPS en tant que formateur et puis examinateur. Ok. Et du coup, tu m'as dit double licence, double master. Tu les as fait dans les mêmes villes? Alors Ouais, c'était quelle ville? j'ai fait tout mon cursus scolaire sur Mont-Saint-Aignan, donc c'est dépendant de Rouen, quoi, Université de Rouen. Ok. Et puis mes stages, j'ai un petit peu bougé, euh, mais sinon mon cursus uniquement sur Rouen. Et c'était quoi les spécialités des deux masters que tu as fait? Alors MEF, c'est le truc pour devenir prof de PS. Et Ok. puis évaluation, optimisation de la performance qu'on retrouve un petit peu partout. Donc c'est le parcours. Alors, ouais, si c'est EOPS. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, EOPS. Ouais, c'est la Entraînement suite du sportif. parcours entraînement, quoi. C'est ça. Nous, on Ok. avait une particularité parce qu'on était sur une année de transition où donc on a eu un master 1 qui était à mi-chemin entre activité physique adaptée et entraînement, avec du coup des personnalités différentes puisqu'on avait chacun des vocations et donc on était tous ensemble, c'était vachement sympa. Et puis le master 2 venait d'introduire à l'époque un nouveau master qui était le master analyse de jeu et big data. Et donc, on a eu quelques cours aussi de transition sur un petit peu ces domaines-là qui, moi, étaient moins mon cœur d'activité, mais qui étaient tout de même intéressants à découvrir, puisque sinon, c'est vrai que c'est pas trop des choses qu'on a au cours des parcours licence, quoi. Donc, c'était assez diversifié, donc intéressant. Ok, d'accord, super. Et du coup, tu as commencé par rapport à tes études, quand tu as créé ta chaîne du coup prépa et performance? Alors, à la fin de mes études, euh, en fait, ouais, tout au long de mon cursus, j'étais pas mal dans les bouquins, j'étais pas mal dans l'auto-formation, puisque on avait quand même des enseignants qui nous le conseillaient, quoi. Donc j'essaye aussi de retransmettre ça maintenant, à inviter les élèves à leur faire comprendre que l'université, c'est aussi amener des grandes thématiques, mais c'est pas uniquement, ça doit pas être dépendant, et l'élève ne doit pas être dépendant que de la formation universitaire, mais doit aussi aller chercher de son côté. Donc beaucoup de bouquins. Et puis Internet, je trouvais pas trop ce que je cherchais quand j'avais des questions. Ça partait un peu dans tous les sens. Et du coup, par la suite, je me suis dit que je pouvais amener ma petite pierre à l'édifice en lançant un projet modestement, quoi. C'était aussi une façon pour moi de bachoter des thématiques, parce que forcément, quand on se lance, il y a des choses sur lesquelles on est à l'aise, sur lesquelles on a déjà bossé, puis d'autres où on n'est pas du tout à l'aise. Donc le fait d'aller essayer de pas raconter trop de conneries, bah, ça veut dire que les journées précédentes, quand on écrit un texte de vidéo, vaut mieux aller le lire un petit peu. Et puis,
Sur mon Master 2, j'avais eu le plaisir de pouvoir faire mon stage à l'Institut du sport dans le laboratoire CEP. Et j'avais eu une discussion avec le directeur du laboratoire à l'époque, Gaël Guilhem, qui est toujours le directeur actuellement, qui m'avait dit que, en fait, je le questionnais sur le fait qu'entre les connaissances qu'on avait, terrain actuel, et puis ce qu'on voyait un peu partout dans le domaine de l'entraînement, il y avait quand même beaucoup de décalage et ça m'étonnait. Et il me disait que c'était compliqué en fait pour les domaines scientifiques et d'expertise de la performance de faire de la transmission grand public et qu'il y avait un vrai challenge à cet endroit-là. Et moi, ça m'a vachement fait écho parce que je me voyais pas comme un ultra spécialiste et ni non plus ultra bon, mais je pensais avoir plutôt une bonne pédagogie. Donc, voilà, se mettre à mi-chemin entre le domaine de l'entraînement et puis la vulgarisation grand public, ça m'intéressait bien. Donc, ça doit faire maintenant, ça devait être décembre 2018, si je dis pas de bêtises. Donc, ça doit être entre la 4e et la 5e année maintenant. Ok. Alors du coup, tu m'as parlé de formation continue, mais c'est vrai qu'on entend souvent ça, le fait de continuer par soi-même, de se former au-delà du cursus universitaire. Et j'ai un peu deux questions en une. Quelles étaient on va dire, tes techniques ou comment tu fonctionnais pour continuer de t'auto-former? Et est-ce que le fait de créer des vidéos, ça te permet de mieux assimiler, on va dire, les connaissances? Le fait de travailler dessus et de faire les vidéos par-dessus. Alors, ta deuxième question totalement, parce que pour moi, c'est la même chose que faire des cours. Faire des cours, que ce Mhm. soit à la fac, en BPGEPS ou ce genre de choses, il n'y a rien de mieux que de chercher à enseigner à quelqu'un pour apprendre et comprendre et voir aussi les limites de notre propre compréhension. Quand on n'est pas capable d'expliquer quelque chose, c'est qu'en général, on n'a pas vraiment totalement acquis et que c'est pas ancré, quoi. Donc, il n'y a rien de mieux que d'essayer de prendre quelques cobayes et leur expliquer des notions pour voir si nous-mêmes, on les a bien en tête, quoi. Pour ta première question, je dirais déjà, il y a une ressource qui est extrêmement négligée, je trouve, par les élèves, et moi le premier à l'époque où j'étais étudiant, c'est la BU. Parce que c'est incroyable de pouvoir se dire qu'on a autant de ressources à un même endroit, qu'on peut aussi faire la démarche en fait d'aller voir ses enseignants et puis de dire j'ai vu qu'il y avait ce bouquin-là qui était sorti, est-ce que l'université pourrait mettre un billet pour le faire venir à la BU, quoi. Et avec des collègues, on a à cœur ça en fait chaque année de un peu lister ce qu'on a vu d'intéressant qui est sorti pour faire la commande sur l'été pour qu'en septembre les élèves aient ça à disposition, quoi. Donc je pense que c'est vraiment faut pas négliger ça parce que forcément une fois qu'on est sur le terrain puis qu'on bosse, on n'a plus le temps d'aller à la BU, on n'a plus le droit non plus parce qu'on n'a plus de carte étudiante. Et puis il y a beaucoup de ressources allant dans le même sens, par exemple tout ce qui est ResearchGate ou PubMed, qui sont des sites scientifiques où on peut retrouver des articles. Par exemple, pour créer un compte sur ResearchGate, il faut à minima une adresse étudiante, ou alors il faut être reconnu comme enseignant-chercheur, etc. Donc, Mhm. difficile d'avoir accès à tout ça si on n'a pas fait la démarche, alors que pendant qu'on est étudiant, on peut très bien créer son compte et puis au final rester dessus par la suite, et donc avoir accès à une immense diversité de connaissances. Forcément, c'est aussi complexe parce qu'il faut apprendre à chercher sur ce genre de ressources. C'est pas aussi simple que Google. Le problème, c'est que Google, lui, est intéressé par ce qui va fonctionner, ce qui va faire des vues, un petit peu à l'instar d'un algorithme de réseaux sociaux, quoi. Donc, c'est pas forcément les meilleures choses qui sortent en première. Tandis que sur des sites scientifiques de ce style, même si voilà, il y a aussi les index factors et les choses qui font que les papiers les plus vus, les plus lus, les plus partagés, les plus commentés sortiront en premier, mais en général, ça va aussi avec l'aspect scientifique. Donc, c'est dans ce cadre-là, ça paraît pas plus mal. Euh, mais voilà, des ressources qui sont ultra importantes et qui parfois sont un peu négligées quand on est étudiant. Et puis c'est normal parce qu'en fait, on a déjà tellement de choses à encaisser, emmagasiner, à devenir indépendant Mhm. face à tout ça, quoi. Donc parfois, les étudiants ne se rendent pas compte et puis une fois, c'est trop tard, une fois qu'on en a besoin. Ok, donc tu conseilles pas mal, pour résumer, du coup, lecture, études scientifiques et du coup, pour les étudiants en tout cas, profiter de ce qu'on trouve en BU, etc., quoi. C'est ça, et puis la notion d'influenceur, je ne fais pas mon autopromotion, bien au contraire, influenceur dans le sens, euh, tenter d'être capable de repérer
les personnes qui bossent dans le même domaine que soi, ou en tout cas les domaines qui nous intéressent le plus, que ce soit de la biomécanique, de la physiologie, de la préparation mentale, de la nutrition, etc. Et des personnes qui produisent beaucoup de contenu scientifique, j'entends, sur cet aspect-là, et derrière, en fait, de les cibler sur ce type de réseau. En gros, ResearchGate, c'est un petit peu le Facebook du domaine scientifique. Donc les chercheurs ont leur propre page et sur ces pages-là vont aller lister leurs articles. Puis quand ils écrivent des articles avec d'autres chercheurs, en fait le lien se fait, on a un papier qui est partagé, puis on peut retrouver chaque auteur. Et donc d'aller faire cette démarche en fait de fouiller pas forcément sur les thématiques, mais sur les personnes qui travaillent sur ces thématiques, ça peut nous permettre d'avoir des viviers qui nous intéressent directement parce que justement en lien avec les thèmes qui nous plaisent, quoi. Donc influenceurs, pas de réseaux sociaux. Si tu vois ce que je veux dire. Des chercheurs, quoi, des chercheurs qui C'est ça. sont pointilleux et connus Personnes dans leur domaine, renommées, quoi. voilà. Et encore une fois, très souvent, je vois, alors je suis pas un gros consommateur de contenu sport, prépa physique sur les réseaux sociaux parce que c'est déjà mon boulot, donc j'évite sur mon temps libre de me noyer la tête là-dedans. Mais parfois, je vois passer des choses où tu as des gens qui opposent le domaine scientifique et le domaine terrain. Et pour moi, il n'y a pas plus grosse connerie parce qu'en fait, aujourd'hui, quasiment la totalité des méthodes d'entraînement qui sont utilisées se basent justement sur de l'expérience, mais de l'expérience d'abord labo, ensuite terrain. Et puis, ça donne la sensation que la recherche est fermée à l'aspect un peu empirique de l'entraînement, alors que c'est au contraire, énormément de recherches remontent de ce sens-là, c'est-à-dire qu'on constate qu'on a des résultats sur une méthode ou sur une façon de faire, et ben en fait on va aller l'investiguer pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne ou pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, quoi. Et en fait c'est des domaines qui ne fonctionnent pas l'un sans l'autre, et quand je vois des débats qu'opposent ces termes-là, je comprends pas trop. Enfin, encore une fois, c'est un peu clivant à l'américaine où il faut c'est soit droite soit blanc, enfin soit noir soit gauche, opposition croisera, et et ça n'a pas lieu d'être, en fait. Il faut juste prendre le meilleur des mondes et puis s'intéresser à ce qui nous plaît. Et toi, du coup, comment tu fais pour lier un peu ta pratique que tu as, par exemple, sur le terrain, ce que tu vois dans tout ce qui est éveil scientifique, tout ça, théorie, comment tu fais pour lier les deux et proposer derrière un contenu qui finalement lie les deux et qui soit pertinent et qui fait ressortir quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Je dirais Je parle pour le sport, hein, pour la prépa ouais. physique, tout ça. Là, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect Jason en tant que préparateur physique, puis il y a l'aspect prépa et performance en tant que communication. Sur ma façon de faire de la prépa physique, je suis très impacté par le domaine scientifique et la méthodologie, on va dire. Donc en gros, moi, ma façon de faire, c'est d'être dans un processus qui est relativement clair et établi, et en fait de changer que des petites choses pour voir justement si derrière on a des modifications de comportement. Ce qui me permet en fait de faire comme des petits protocoles et puis de constater est-ce que cette méthode dans ce contexte-là, elle est plus pertinente que telle autre. Donc ça veut dire de l'évaluation fréquente. Et pour moi, c'est un mot d'ordre. Ça peut paraître délirant d'aller chez un médecin qui ne nous ferait pas de diagnostic et puis qui nous ferait une prescription. Pour moi, l'activité physique, c'est la même logique. Du coup, la préparation physique, d'autant plus quand on a déjà des niveaux d'entraînement qui sont importants. Sur l'autre versant, sur le versant communication, par contre, j'essaye le moins possible de prendre part au débat. Et mon objectif à travers Prépa et Performance, c'est plutôt de faire de l'état des lieux, de revue de littérature, et d'être relativement neutre et de ne pas donner mon avis, tout simplement parce qu'au début, quand je me suis lancé, j'étais un jeune préparateur physique, que je suis toujours d'ailleurs. J'espère que vous conviendrez que je suis encore un peu jeune. Et en fait, pour moi, mon avis intéresse personne, quoi. Donc, c'est plutôt la science actuellement, être, encore une fois, comme je le disais, le plus neutre possible. Et puis après, à partir de là, lancer les débats en commentaire. Chacun y va de son expérience. Est-ce que j'utilise ça? Est-ce que j'utilise pas ça? Mais je tente au maximum de ne pas donner mon point de vue parce que pour moi, il n'intéresse pas grand monde. Et puis, encore une fois, parce que de mes convictions profondes, en fait, il dépend aussi d'un contexte, de mes déterminismes propres, qui ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui va m'écouter. Et les débats et les guéguerres, c'est pas trop mon délire, tu vois. Je préfère
Je préfère faire une communication comme ça qui est un peu plus neutre et puis un peu plus scolaire. Je sais que je vais perdre des gens parce que ça va être moins excitant que d'autres types de chaînes et d'autres types de contenus, mais au moins peut-être un peu plus pérenne dans le temps, quoi. Ouais, c'est de garder un point de vue objectif, du coup, d'un point de vue communication, quoi, du coup. C'est ça. Ok. Et du coup, tu as dit que tu travaillais du coup, en tant que préparateur physique. Est-ce que tu pourrais développer un peu, est-ce que tu travailles avec des joueurs, avec une équipe? Alors Euh, actuellement, j'ai lâché les équipes parce que j'ai une opportunité professionnelle importante sur laquelle je n'ai pas encore trop le droit de faire de communication, non pas que je veuille faire du secret, mais parce qu'il y a un contrat, D'accord. mais dont je pourrais discuter dans quelques semaines maintenant, et qui me mange énormément, énormément de temps, plus les cours, la formation aussi. Donc en ce moment, je suis avec des athlètes avec qui j'ai des relations de confiance, en fait, avec qui on travaille depuis longtemps. Et du coup, qui savent aussi que les semaines sont compliquées et que potentiellement, il peut y avoir des créneaux qui sautent, des choses qui se décalent. Sinon, précédemment, j'ai bossé dans le handball où j'ai pris pas mal de plaisir. Beaucoup de sports d'endurance. Beaucoup de sports collectifs parce que initialement je viens de là et puis j'aime ça aussi, quoi. Et, euh, et voilà un petit peu. J'ai fait aussi un petit peu de sport de contact, du motocross, des choses que je connaissais pas du tout. J'ai fait pas mal aussi. J'y pense pas souvent parce que je suis plutôt spectre discipline sportive, mais j'ai fait aussi beaucoup de préparation pour des gens qui préparaient des concours, que ce soit des concours de gendarmerie, pompiers, armée, etc. Et Ah, ça aussi, intéressant. c'est vachement intéressant parce que la logique est la même que la performance, c'est-à-dire que très souvent, la périodisation, elle tombe d'elle-même parce qu'il y a des dates clés, quoi. Le concours, c'est à telle période, j'ai tant de temps pour me préparer. Et moi, c'est le truc qui m'excite, c'est quand on a plus ou moins de temps, mais surtout qu'on a un délai qui est clair, qu'on a un cadre qui est posé, et puis c'est parti, on bosse ensemble, quoi. Ok. Et tu as un nombre limité d'athlètes quand tu travailles? Parce que des fois, c'est pas facile, tu vois, quand on en a plein Ouais. de se concentrer, parce que ça prend du temps quand même d'individualiser tout ça, un programme pour un athlète. Comme du coup, là, tu es en indépendant, du coup, je pense, mais comme tu as C'est plusieurs ça. athlètes individuels, c'est pas une équipe. Ouais, du coup, tu as un Alors au nombre assez départ, limité. excuse-moi, au départ, j'avais une équipe, mais c'était pas du tout un temps plein. Donc là, j'ai commencé à prendre des sportifs individuels à côté. Quand l'équipe s'est libérée, j'ai pas cherché forcément plus parce que c'est le moment où j'ai commencé à m'investir dans prépa et performance. Et puis initialement, les revenus étaient quand même assez intéressants sur YouTube. Alors pas intéressant à en faire un salaire, mais ça me suffisait en termes de complément de salaire pour pas non plus passer ma vie ni dans l'un ni dans l'autre, quoi. Et ça me faisait aussi en fait progresser personnellement parce que je pouvais en gros me réserver quasiment un mi-temps à bosser dans la lecture, à bosser dans mon auto-formation, je veux dire. Donc ça c'était un luxe. Donc j'ai essayé d'en profiter le plus longtemps possible, mais malheureusement YouTube a changé ses modalités de publicité, etc. Donc aujourd'hui c'est bien moins rentable à vue et abonnés équivalent qu'il y a encore de ça 1 an et demi, 2 ans. Et puis ensuite, pas mal de projets qui sont enchaînés, donc j'ai pas cherché plus de clients non plus, tout simplement parce que sinon j'aurais pas pu joindre les deux bouts. Et là déjà j'ai clairement la tête sous l'eau, quoi. Je me plais énormément dans ce que je fais, mais plutôt que de rajouter des choses et de ne pas être professionnel dans ma démarche parce que justement j'en aurais pas les possibilités en termes d'organisation, etc., et respecter les délais, les contrats. Actuellement, c'est pas le mot d'ordre. Mais potentiellement, l'année prochaine, ça devrait se relancer un peu plus sérieusement. Ouais, mais c'est vrai que c'est un métier qui est assez chronophage. En général, on a envie de bien faire quand on aime bien ce qu'on fait. Et du coup, je sais pas, on cherche beaucoup de solutions et ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir un peu moins d'athlètes, finalement, comme tu dis, tu es plus professionnel, tu fais quelque chose de meilleure qualité et Et ce que tu c'est dis, mieux, quoi, tout simplement. pour le coup, si j'avais un conseil à amener de ma petite expérience, c'est justement de, une démarche qui est pas simple et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est d'essayer d'être le plus honnête intellectuellement par rapport euh, au contrat de confiance qu'on lie avec la personne avec qui on décide de travailler, et elle décide de travailler avec nous, à savoir si on s'engage sur 3 ou 4 séances par semaine, ou si on s'engage même sur 1 ou 2 séances par semaine.
En fait, de ne pas passer un 35 heures par semaine dessus, sous prétexte de vouloir faire du travail plus qualitatif ou d'être perfectionniste ou etc. Parce qu'au contraire, c'est aller à l'encontre. En tout cas, quand on travaille à son compte, j'entends, parce que forcément, le temps, c'est de l'argent. C'est aller à l'encontre de respecter sa propre discipline, en fait. Et ça, c'est un gros piège dans lequel on tombe nécessairement quand on est jeune, parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de montrer qu'on sait faire des choses compliquées, des choses intéressantes, etc. Et en fait, on se piège tout seul. Moi, je passais des week-ends à traiter des données euh, bah, où j'ai perdu du temps, où c'était ni le lieu ni le moment, quoi. Et, euh, et je pense que ça, c'est important d'essayer de se mettre ça très rapidement. Si on s'engage sur un contrat, encore une fois pour les gens qui travailleront à leur compte, hein, si on s'engage sur un contrat de 2, 3, 4 heures par semaine, il ne faut pas non plus se lancer dans faire la programmation d'un athlète qu'on aurait 35 heures par semaine, quoi. Je ne sais pas si ça te résonne, toi, mais... Si, si, si. Si, si, je sais pas s'il est. Si, si, c'est assez clair, mais. Ouais, 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 si, c'est assez clair. Euh, alors, il y avait un premier thème que je voulais aborder avec toi. Un thème que j'ai pas encore vraiment abordé sur la chaîne du podcast, c'est tout ce qui est matériel. Matériel, équipement en préparation physique, ou le non matériel, parce qu'on peut faire aussi beaucoup de choses sans matériel. Déjà, première question, est-ce que tu aurais un, une un type de matériel que tu pourrais conseiller pour des jeunes préparateurs physiques qui n'ont pas forcément encore les moyens ou des clubs qui n'ont pas encore beaucoup les moyens d'avoir des trucs très sophistiqués? Est-ce que tu pourrais recommander ou quel serait le type de matériel que, on va dire, de base qu'on- qu'un préparateur physique devrait avoir pour bosser efficacement avec ses athlètes? Alors, à mon avis, forcément, je ne vais pas faire tous les possibles, mais ça va dépendre du contexte parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ce qui se font beaucoup, c'est aller démarcher des salles et puis demander contre un petit loyer, est-ce que je peux passer ici et puis faire mes créneaux et puis en contrepartie, vous choper un pourcentage de ma presta, quoi. Donc ça se fait beaucoup quand on bosse à son compte et puis ça peut permettre de bypasser la problématique d'acheter du matériel qui parfois justement à l'achat monte très très vite en budget. Après, si c'est vraiment Ouais. travailler chez soi et faire son propre espace, à mon avis, encore une fois, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment est-ce que c'est pour encadrer des gens ou est-ce que c'est juste pour s'entraîner soi-même? Et puis, est-ce que c'est des objectifs vraiment prépa physique athlétique ou est-ce que c'est des objectifs un peu plutôt fitness, bien-être ou sport esthétique? Moi, je différencie un peu toujours ça parce que il y a énormément de personnes qui travaillent là-dedans. Et puis, pour moi, c'est pas la même façon d'entraîner, même si dans les deux cas, c'est de la préparation physique, quoi. Mais voilà, il y a des gens qui font de l'activité pour être beau et aucun souci avec ça. Mais je pense que le matériel est forcément pas le même que si on cherche à être puissant, explosif, endurant, etc. Donc, les indispensables, pour moi, je mettrais forcément barre, poids, un petit morceau de praticable avec des dalles, des crash pads pour faire tomber des barres et puis pas trop, pas trop casser le sol, à déconseiller si on est en appartement. Mais si on considère un garage un peu home gym classique, pas péter trop le sol et puis pouvoir lever des barres, faire de l'haltéro, faire ce genre de choses. Aspect cardio, corde à sauter, ouais, on va être sur le basique. Après, circuit training, poids de corps, ça peut toujours le faire. Si on a un petit peu d'argent en ergo, ça peut être cool, vraiment pour le cardio, un rameur, un vélo ou quoi que ce soit, quoi, ou un home trainer. Euh, à partir de ça, en gros, qui serait ma base vraiment, les indispensables, si on est sur de la prépa physique dans le but d'améliorer des qualités athlétiques, dans le but de faire une performance, là, moi, ma réflexion, ce serait être capable de taper dans tout le spectre force-vitesse pour les qualités mécaniques. Donc, en gros, pour faire de la vitesse, des élastiques pour être capable de se délester, ou un Swiss ball, ou un skateboard pour faire de la vitesse contre un mur à l'horizontale. Là, on serait plutôt sur le bas, quoi. Forcément, avec nos barres, nos poids qu'on a déjà, on peut aller faire du léger, de la puissance max, etc. Des chaînes, des crochets ou des crochets excentriques, ça peut être intéressant pour aller faire du très très lourd, voire de l'excentrique. Et puis derrière, moi, les outils que j'aime vraiment bien, le Landmine,
Je sais pas si tu vois, où on fout la barre dedans et puis on peut aller jouer sur différents angles. Voilà, hyper intéressant pour le renfort sur les changements de direction et ce genre de choses. Aller chercher des angles un peu atypiques sur des mouvements plus spécifiques de la discipline. Donc ça, je pense que c'est un outil intéressant. Puis encore une fois, pas la nécessité d'acheter le landmine. Il y a des gens sur Instagram qui font des trucs en mode DIY ou dans un coin, dans un angle de mur, ils vont caler leur barre comme ça et puis ça fait très bien le job, quoi. Un petit peu de matos de plio et ça, enfin, pour faire des bondissements, pour faire du travail de qualité de pied, etc. À mon avis, on peut utiliser de la récup. Si on a une perceuse et qu'on va acheter quelques planches de bois dans un magasin spécialisé, on peut très bien se faire ses plio box sans souci, quoi. Et puis, si j'étais sur un objectif fitness, là, je partirais sur bande musculation modulable, où en gros, je pourrais vraiment aller travailler des angles pour travailler un petit peu dans toutes les directions sur de l'hypertrophie et puis sur ce type de thématique, quoi. Et puis peut-être une poulie. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal de poulies modulables que tu peux fixer un peu partout. Nous, ici, dans le home gym, on a un cadre fixe. Et en fait, ma seule condition, c'était d'être capable de pouvoir mettre les crochets dans les deux directions pour faire de l'isométrie maximale. Comme le cadre est fixe, ça bouge pas et puis tu peux pousser le plus fort possible comme un idiot, quoi. Et puis après, en fait, avec ce même cadre, tu mets les crochets en haut, tu fais du squat, tu mets les crochets en bas, tu fais du développé couché, tu peux quasiment tout faire, quoi, le lineman qui va dessus. Ouais. Donc, ouais, tu as quasiment tous les angles. Puis après, mon vrai conseil, ce serait si c'est pour un pratiquant jeune dans le sens inexpérimenté, pas forcément jeune, adolescent, de la sécurité quand même. Tous les liens sur la cage protégée, les racks, etc. Donc, mais voilà, je ne sais pas si toi ça te parle, mais je vois un peu le truc Ouais, comme mais ça, si quoi. ouais, je te rejoins là-dessus. Parce que c'est vrai en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent, je sais pas, des plateformes de force, tout ça pour. Après, il peut y avoir des choses aussi pour tout ce qui est testing, mais bon, d'un côté, ça rentre aussi dans la prépa physique. Mais c'est vrai qu'avec le matériel que tu as dit, qui peut rester comme à un prix abordable, ou même, comme tu as dit, avec des contrats, de la récup, ou même du matériel d'occasion, à la limite, ça permet quand même de faire d'avoir un gros panel d'exercices et je pense Totalement. qu'on peut quand Alors même faire là, du bon j'étais boulot avec ça. vraiment, j'ai mis de côté l'aspect de l'évaluation. Ouais, ouais. On peut peut-être y revenir sans souci. J'étais vraiment que sur l'aspect de l'entraînement, le matériel d'entraînement pur et dur pour les méthodes, quoi. Mais oui, après, clairement, différencier le budget testing et différencier le budget entraînement, bon, tu n'as pas trop le choix. Mais encore une fois, ouais, tu parles de récupération ou de marché de l'occasion. C'est exceptionnel tout ce qu'on peut trouver sur Le Bon Coin, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens en termes de communication qui sont vraiment très très forts, typiquement Decathlon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent un outil, déjà ils tirent les prix vers le bas et puis ils arrivent à créer de l'excitation autour de ça, ce qui fait que la moitié de la population achète. Et puis comme la moitié de la population ne s'entraîne pas toute seule chez elle parce que la motivation elle est pas suffisante et que c'est plus facile dans une salle, le matériel il est tout neuf, il a été testé 2 fois et puis c'est fini sur Le Bon Coin. Donc non, enfin après moi j'ai jamais été gêné par l'achat d'occasion. Il y a des personnes que ça dérange, je comprends totalement. Mais oui, il y a des belles réductions à faire de ce côté-là, quoi. Surtout pour le gros Mais matériel. oui, oui, oui. Et si on peut quand même parler du testing, après, bon, le testing, c'est un peu différent. Euh, Tout ce qui est chronométrage, tout ça, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Est-ce que du coup, il y a du matériel que tu pourrais recommander? Là, on pourrait faire deux catégories. Du matériel à un prix assez bas, tu vois, comme on a cité Ouais, juste avant, là, pour un jeune prépa, par exemple, qui veut se lancer. Il y a du matériel un peu plus haut de gamme. Après, là, ça peut aller plusieurs milliers d'euros, hein. Maintenant, il y a des trucs qui se font, c'est assez fou. c'est ça. Euh, alors, si on fait ces deux cas de figure, le cas de figure le plus classique, et peut-être que certaines personnes ne vont pas rentrer dedans, mais c'est quand même relativement rare aujourd'hui, c'est l'application smartphone qui sous-entend avoir un smartphone de qualité ou une tablette de qualité. Quand je Ouais. dis de qualité,
C'est pas pour faire de la ségrégation de téléphone ou de technologie, c'est parce qu'en fait, il y a des applications qui ne fonctionnent qu'à partir d'une certaine mise à jour et d'une certaine qualité de processeur, etc. Mais aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est mécanique, évaluation des qualités mécaniques, en fait, avec le smartphone, on fait quasiment tout. La seule problématique, on va dire que c'est l'explosivité. Et l'explosivité, de toute façon, même avec du matériel très haut de gamme, c'est toujours la problématique. Donc, mis à part avoir 50 000, 60 000 euros pour avoir des plateformes de laboratoire, même les plateformes actuellement, on va dire grand public, qui se trouvent entre 5 et 10 000 euros et puis qui sont en location, parce qu'il y a beaucoup de ce format-là. Mais ça reste encore très complexe de faire vraiment de l'évaluation du RFD, etc. Donc même si on y vient progressivement parce que la technologie s'améliore, de toute façon, cette thématique de l'explosivité est encore très complexe. Mais alors si c'est pour de la puissance maximale, si c'est pour même de l'application du velocity-based training où on capte la vitesse de déplacement des barres aujourd'hui, il y a plein de capteurs qui existent sur le marché. En ce moment, nous, sur notre compte Instagram, on en fait gagner un justement. Mais l'aspect smartphone et reconnaissance aujourd'hui, intelligence artificielle en fait dans l'application, elle est capable de nous donner la vitesse avec des marges d'erreur qui sont vraiment toutes petites, toutes petites. Donc souvent ce que je dis à mes élèves, c'est en fait ça dépend énormément du contexte, outre forcément budgétaire qui ça de toute façon ça va pas être, on va pas pouvoir jouer trop dessus, mais sur l'aspect en fait ergonomie. Évidemment que sauter avec un opto-jump ou sauter avec un tapis de saut dans un moindre coût, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas de traitement de données à faire. Mais alors, si c'est pour faire 10 détentes verticales une fois par mois, l'application MyJumpLab à 4,90 € par mois, c'est largement suffisant en fait. Donc c'est toujours une question. Si c'est du testing à toutes les séances avec des groupes nombreux type sport collectif et puis 10 fois par semaine, oui, vaut mieux avoir une période de plateforme à 5000 balles. Si c'est un client comme ça 3 fois par semaine et puis où on évalue 5 ou 10 sauts, jamais investir des sommes pareilles, c'est pas du tout justifié, quoi. Donc parfois, et c'est le jeu du terrain, hein, les entreprises elles donnent envie d'acheter leurs produits. Il faut pas trop tomber dans la surenchère parce que sinon on jure que par ça, mais il y a encore 10-15 ans, c'était même pas accessible pour les entraîneurs et pourtant ils arrivaient quand même à travailler, quoi. Donc essayer d'évaluer vraiment son besoin, mais ouais, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, smartphone, applications comme MyJumpLab, on fait quasiment tout. On fait de la mobilité, on fait de la détente dans tous les sens, on fait de la vitesse en sprint, chronomètre au poil de cul. On peut faire de l'analyse du mouvement. Et puis on rajoute une application type, alors aujourd'hui elle n'existe plus, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais moi j'utilise encore MyCoach Eye, qui était vraiment type analyse du mouvement, où je peux aller tracer les segments dessus, etc. Donc, plutôt pour de la technique. Ça c'est pareil, en fait pour 15 balles, tu as une application aujourd'hui qui est ultra performante parce que les smartphones le sont, quoi. Et puis c'est possibilité de faire des choses folles avec, quoi. Ouais. Ouais, mais je te rejoins là-dessus. Même tu as comparé avec l'OptoJump et MyJump. Pour donner une petite anecdote, la semaine dernière, là, il y a une semaine, on a fait des tests dans le cadre d'un travail et on a comparé sur un CMJ les hauteurs de saut Ouais. avec MyJump. On l'a fait aussi avec un OptoJump. Et les valeurs, elles étaient quasiment identiques. Genre, il y avait une différence, mais très légère, quoi. Donc, c'est vrai que MyJump, qui, comme tu as dit, 5 € par mois, là, bah, ça fait quand même un très bon boulot, quoi. Et c'est accessible quasiment, enfin, on l'a sur le smartphone, quoi. Donc, c'est accessible Totalement. pour un grand nombre de personnes, quoi. Et c'est donc il y a maintenant, il a changé son modèle. Encore une fois, je précise parce qu'il y a toujours un peu des fantasmes autour des réseaux sociaux et compagnie. Je n'ai aucun lien particulier avec Carlos Balzalobre qui a créé l'application. Je n'ai pas d'intérêt à ce que les gens l'achètent. Mais il a changé son format il y a quelques années pour passer sur de l'abonnement. Mais quasiment tous les Black Friday et puis à 2-3 moments de l'année, il fait des grosses réductions
dont la possibilité de l'acheter de façon définitive avec les mises à jour toujours comprises. D'ailleurs, il y a une mise à jour il y a 4 ou 5 jours où il a incrémenté 2 nouveaux types de tests à l'intérieur de l'application. C'était 39 € pour un usage à vie. Donc, encore une fois, ça se réfléchit parce que entre 4 € par mois, mais si c'est pour 3, 4, 5, 10 ans, ou 39 € en une fois, ça peut valoir le coup de mettre 40 balles sur la table, quoi. Pour My Jump Lab? Ouais. C'est celle-là? Ah oui, ok, d'accord. Ouais, il y a MySprint aussi. MySprint, Ouais. je l'ai pas encore utilisé, mais je crois que c'est pas mal aussi. Yes, totalement. Alors là, c'est pas la même logique. Il y a beaucoup moins de tests. Le My Jump Lab, l'objectif, c'est le laboratoire de poche. Donc, en gros, le but, c'est d'essayer à terme d'avoir tous les tests dedans. My Sprint, c'était vraiment initialement pour amener les logiques d'évaluation de force-vitesse en sprint. Ça a aussi été mis en place par un chercheur espagnol, Pedro Jiménez Reyes. Et ils ont incrémenté 2 ou 3 nouveaux tests dedans, mais ça reste spécialisé sur le sprint. Donc, encore une fois, dépendamment du besoin. Je travaille en athlétisme. Si j'ai des groupes de 10, ça peut valoir et que je les entraîne 10 fois par semaine, ça peut valoir le coup d'acheter des cellules ou des capteurs, etc. Si c'est un groupe de footeux et je fais des tests de vitesse une fois tous les 2 mois, peut-être que MySprint est largement suffisant, quoi. Ouais. Ouais. Et aussi peut-être un autre outil qu'on n'a pas cité, tu me diras si tu es d'accord aussi, avoir un mètre par exemple pour pouvoir mesurer un test je sais pas, de lancer ou quelque chose comme ça. Un mètre, ça peut aussi permettre ouais, de voir l'évolution sur un testing. Et des fois, ça me fait penser C'est qu'il y tout a. con, hein? Ouais, C'est tout mais con. totalement. Mais il y a 2 semaines, je fais un cours sur la puissance et j'ai des élèves qui me sortent une galère pas possible où ils se mettent à filmer un truc alors qu'ils me font de la détente horizontale, quoi. Et, euh, et en fait, à aucun moment, ils se sont dit, on va juste mettre un mètre et puis mesurer. Alors oui, on n'a pas des watts, mais c'est pas grave, c'est l'expression de tout ce qu'on a donné à l'instant T sur telle performance. Bah, ça peut très bien suffire. Et puis en 2 secondes, c'est noté. Et puis en fait, on fait un truc peut-être leur objectif, c'était d'essayer d'en mettre un peu plein la vue au prof, quoi. Mais des fois, en fait, ce piège-là, c'est de tomber dans des galères pas possibles, alors que le maître fait très bien l'affaire dans beaucoup de cas, quoi. Ou on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure d'un point de vue esthétique, ça peut aussi être une méthode d'évaluation, la prise de masse musculaire, se mesurer, se prendre en photo, sans même avoir une balance à impédance-métrie à des centaines d'euros, alors qu'en plus, en termes de validité, pour l'instant, il n'y a pas encore des résultats terribles, et pourtant, ça se vend à des prix qui peuvent monter. Cher, Bah, ouais. mesurer, c'est toujours la base, quoi. Donc ouais, un petit mètre ruban au fond du sac, c'est jamais de trop. Ouais, c'est clair. J'aimerais toujours dans le matériel parler un peu du matériel en ce qui va être un peu ce qu'on appelle les préventions de blessures. Bon, c'est un terme qui est un peu des fois controversé parce qu'on peut pas vraiment prévenir une blessure, mais on va dire pour travailler sur la diminution du risque de blessure. Il y a un sujet que je m'étais intéressé il y a pas si longtemps, c'était les surfaces instables pour Ouais. travailler ce qui va être proprioception, tout ça. J'aimerais bien avoir ta vision un peu là-dessus. Est-ce que toi tu les utilises ou à l'inverse, est-ce que tu penses que c'est pas un outil vraiment indispensable? Alors là, pareil, c'est un sujet qui est complexe, hein. En termes de résultats Ouais. scientifiques, il n'y a pas grand-chose qui amène à penser que ce type de truc va avoir un impact direct sur la performance. Mm. Pour autant, moi, alors je suis pas vraiment utilisateur, on va pas se mentir, mais je suis plutôt à penser que ça va dépendre du besoin. Euh, Quand je vois, j'ai déjà bossé avec des groupes de jeunes. Quand tu mets des jeunes en équilibre sur un truc comme ça et que tu vois qu'ils sont pas capables de tenir 2 secondes, à mon avis, il y a un besoin. Ça ne veut pas dire que ça va être hyper utile sur la performance sportive dans tel contexte, que ce soit sport collectif, sur un machin. Mais si tu n'es pas capable de tenir en équilibre sur un pied, sur une surface qui est instable, potentiellement, c'est qu'il y a quand même des choses à créer sur ton système nerveux. Et donc, bah, peut-être que ça va être que 2 semaines, parce qu'au bout de 2 semaines, c'est intégré. Mais
ça va participer à une intelligence motrice et à cet instant T, ça serait intéressant. Après, en effet, dire surface instable égale prévention, bah non. Pour autant, c'est ce qu'on retrouve dans tous les cabinets de kiné quand on s'est fait une entorse. Et puis, Ouais. mais ça aussi, à mon avis, ça participe un peu à des effets de mode où on a foutu ça un peu partout sur les réseaux sociaux au début parce que ça faisait bien de montrer des outils qu'on connaissait pas encore à l'époque. Puis après, ça a été, on prend le pli inverse et puis parce qu'il y a des papiers qui montrent qu'il n'y a pas de résultat, bah, du coup, on se fout de la gueule de tous ceux qui utilisent des surfaces instables. C'est, à mon avis, juste tirer le positif ou le négatif, mais mettre un sportif dans une situation euh, gênante pour lui, à mon avis, ça veut dire progrès. Est-ce que progrès, il se passe sur juste la marche, juste tenir debout, ou sur la performance? Bon, bah, ça, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Mais c'est de la même façon qu'on a beaucoup critiqué les échelles de coordination. Oui, mais en fait, un Ouais. gosse de 8 ans, bah, si tu lui fais faire de l'échelle de coordination et qu'il n'y arrive pas, bah, il y a peut-être quand même un truc à progresser. Alors, sur lequel progresser, ça ne veut pas dire que ça va être un meilleur footballeur ou un meilleur handballeur, mais au moins son cerveau, il aura fait le lien avec ses pieds pendant quelques exercices. Et puis une fois que c'est intégré, comme si c'était routinier et que je peux le faire les yeux fermés, bon, bah, en effet, il n'y a certainement plus aucun intérêt, quoi. Mais ouais, tu vois, c'est pas du tout un outil que j'utilise, mais pourquoi pas, quoi. Je suis plutôt dans le. Tu sais, j'aime la biomécanique et tu vois, pour moi, les forces, les puissances, les vitesses, c'est plutôt les sujets enfin, ce sur quoi je vais faire le focus sur mes sportifs, quoi. Après, tous les trucs Mhm. autour, parfois j'ai des avis, parfois j'en ai pas vraiment. Ça, j'en ai pas vraiment. Moi, je vais partager une vision que j'avais eue avec un autre prépa physique qui s'appelle Samuel Breton, que j'ai déjà cité dans les podcasts, mais je trouve qu'il fait vraiment du contenu très, très pertinent. Et il a fait d'ailleurs un podcast à ce sujet sur les surfaces instables, où il disait que, je vais utiliser le terme prévenir les blessures, mais c'est comme ça tout le monde comprend, que si on fait de la prévention de blessures sur des surfaces instables, bah, finalement, c'est pas transférable dans une activité physique, dans un sport, parce que, par exemple, pour je sais pas moi, des footeux ou des handballeurs, ils sont sur une surface stable, quoi, ils sont par terre. Donc, il disait que ce qui pourrait être intéressant, à l'inverse, ce serait de travailler l'amplitude articulaire de la cheville, travailler avec des forces dans des amplitudes assez extrêmes, de manière très progressive, bien sûr, mais que juste être debout sur un WAF ou un truc comme ça, bah, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant, quoi. Ah oui, je Donc, suis d'accord sur l'aspect. Alors pour moi, si tu as vraiment envie de faire de la prévention blessure, surtout sur les générations qui arrivent, là, c'est retirer les godasses et puis travailler sur le pied, quoi. Il y a des super travaux et même ouais. de travaux de vulgarisation qui ont été faits du côté de la Suisse, là, un hôpital spécialisé ils entraînent les athlètes suisses. Euh, Enfin, tu vois, pendant longtemps, c'est la même logique. On faisait le petit grattoir de la serviette avec les orteils, et puis c'était uniquement le travail de pied qu'on faisait. Aujourd'hui, on fait de l'électrostime de la voûte plantaire, on fait de l'isométrie maximale avec des surfaces où le pied est en déstabilisation, il est obligé de forcer sur son arche, etc. Et puis, comme on voit des générations et des générations d'effets de mode avec des godasses, avec des semelles comme ça, où le pied n'a plus aucun contact proprioceptif avec le sol. Et bah, pour avoir bossé dans le handball, c'était une catastrophe, quoi, parce qu'en plus, les chaussures stylées, c'est les chaussures qui proposent ce Pas type de forcément les semelle. meilleurs. Voilà. Et Ouais. donc, toutes les jeunes ou tous les jeunes foncent vers ces chaussures-là parce qu'elles sont stylées, quoi. Et on en oublie. Et après, on comprend pas pourquoi on a des catastrophes en termes de blessures. Le seul petit holà que je mettrais à la réflexion que tu avances, c'est en cas de blessure. Sur l'aspect prévention, je suis totalement d'accord. Et par contre, en cas de blessure, on sait qu'on a une dissociation en gros d'informations entre notre système nerveux et puis notre capsule articulaire, quoi. Et recréer cette transmission d'informations, elle peut être intéressante. Enfin, ça peut être intéressant de mettre le pied dans plein de situations différentes justement pour reconnecter, quoi. En gros, ma cheville elle est plus connectée Ok. à mon cerveau. Euh, Si je travaille que sur du stable et solide, est-ce que c'est la même chose que de travailler du stable, du solide, plus un petit peu d'instable?
à mon avis, c'est plus on varie les stimuli et plus potentiellement on arrivera à accrocher quelque chose, quoi. Mais oui, sur la prévention, c'est sûr que vaut mieux retirer les godasses et puis faire des exercices pieds nus que de prendre des surfaces instables. Mhm. Ah ouais, donc une fois qu'on est blessé, quoi, dans tout ce qui va être rééducation, ouais, varier les stimulus, comme tu dis. Ouais, mais c'est vrai que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un sujet assez complexe. Mais c'est Ouais. pour ça, moi, je voulais partager un peu la vision du coup que j'avais pu entendre avec Samuel et ouais, du coup, bah, voir un peu la tienne. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, hein. On pourrait C'est débattre, mais ça, et c'est des sujets tellement complexes, la prévention, ouais, c'est, ça fait des années et des années qu'on développe des protocoles de prévention. Et puis quand on regarde les chiffres de blessures à haut niveau, ça diminue pas partout, quoi. Alors à côté de ça, évidemment qu'il faut aussi prendre en compte que les compétitions sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus intenses, etc., etc. Mais c'est des thématiques ultra complexes euh, qui rentrent avec les coordinations. Et les coordinations, pour moi, c'est une des thématiques les plus complexes à investiguer, quoi. Donc, ouais, j'ai mon avis, mais c'est très, 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 très compliqué. ouais. Après, comme on a dit, prévenir les blessures, on aura toujours des blessures, mais on peut limiter je sais pas comment on dit, la gravité. On dit ça, la gravité Ouais. de la blessure. Ouais, voilà, on peut limiter à la limite, je pense, la gravité de la blessure si on a renforcé au préalable ou ce genre de choses. Mais voilà, après, Ouais, prévenir, je suis plutôt à mon sens, c'est pas fervent possible. du discours où la prévention passe par le fait de solliciter son organisme dans des conditions inhabituelles. euh, Mm. comme le développement au final des qualités physiques, ce qui veut dire que le petit élastique où tu vas faire des rotations internes par série de 20, bah, tu renforces jamais ton épaule avec ça. Alors, encore une fois, peut-être chez le bébé de 8 ans qui a jamais fait d'élastique dans tel plan, etc. Mais si on se met Mm. dans un contexte sportif de haut niveau et parfois on voit des protocoles de prévention, bah, en fait, pour moi, la prévention doit passer par l'intensité, ce qui sous-entend par le risque, un risque contrôlé, quoi. Et, Mm. c'est ça un peu ce qu'on voit avec le Nordic hamstring, quoi. Quand tu vois des gens faire du nordique, en fait, au départ, ils n'ont pas la capacité de le faire. Euh, mais c'est justement d'être supramax qui va t'amener des modifications, quoi, à mon avis. Ouais, ouais, mais oui, je suis d'accord, parce que même pour des sports où il y a du contact, par exemple, les handballeurs, ils vont avoir le bras en hauteur, c'est pas en faisant juste avec l'élastique que ça va vraiment prévenir, alors que s'ils travaillent sur je sais pas, des chocs ou des trucs ou des amplitudes maximales avec de la contrainte mécanique, bah, comme tu dis, là, ouais, je pense que on va plus facilement prévenir, entre guillemets, les blessures, quoi. Et là, on est sur un vrai sujet complexe parce que euh, le prépa physique, s'il veut garder son job, il faut pas qu'il blesse les sportifs. Mm. Et en Ouais. même temps, s'il veut qu'il s'améliore sur la prévention de blessures, il faut quand même qu'il les mette en situation de risque. Et donc, bah, le plus facile, c'est de pas les mettre en situation de risque. Et donc, est-ce qu'on va Mm. pas à l'encontre de nos objectifs par souci professionnel encore une fois, ça dépend des contextes, hein, mais le sprint, aujourd'hui, les papiers qui sortent sur la prévention par le sprint, pour le sprint, ils sont hyper nombreux. Pour autant, il y a encore plein de clubs qui veulent pas faire sprinter les sportifs en dehors des compétitions parce que trop de fatigue et puis trop de risques. Donc, on se tire une balle dans le pied, quoi. Ouais, mais ouais, il y a des risques à prendre. Et même, genre, il y a des profs qui nous racontaient des anecdotes du style, il y a des prépas qui mettent une charge de travail relativement basse pour ne pas blesser leurs athlètes. Et du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de développement. Ils nous avaient donné l'exemple d'une équipe, je sais plus laquelle, mais ils avaient peu d'heures d'entraînement. Il avait quasiment doublé le volume d'entraînement. Les athlètes ont très bien récupéré, ils ont eu une progression fulgurante. Donc, j'ai envie de dire, il y a un moment, des fois, il faut prendre des risques modérés, mais faut en prendre, quoi. Et Après, c'est facile de dire ça, mais on n'est pas à la place des prépas, quoi. Donc, c'est toujours la complexité quand tu arrives dans un staff. Déjà, choper la confiance
du reste du staff si c'est pas des gens qui t'ont fait venir. Donc la confiance en général, ça s'acquiert très 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 doucement. Donc il faut y aller très 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 doucement et petit à petit discuter, montrer aussi les intérêts pour avoir aussi bossé justement avec des jeunes et avoir tenté d'introduire la musculation chez les jeunes. Ben, tu te confrontes à la fois au staff, tu te confrontes également aux parents des jeunes, puisque quand ils sont mineurs, tu as les parents qui sont là, et tu rentres dans des nécessités d'explication. Alors ça, tu vois aussi, c'est une ressource intéressante, c'est que quand tu as tes petites vidéos, où tu fais l'aspect scientifique du truc, et puis parfois les gens sont naïfs parce que le fait d'être suivi sur les réseaux, on va considérer que ce que tu dis, c'est plus légitime que quelqu'un qui ne serait pas suivi. Alors qu'en fait, tu peux raconter des conneries et être suivi par plein de monde, quoi. Mais parfois, avec des parents, ça marchait mieux parce que tu envoies ta petite vidéo, puis en fait, la personne, elle voit qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, qu'il y a 3-4 commentaires qui disent ah, merci beaucoup, et c'est intéressant de mettre en avant le fait que les enfants doivent faire de la musculation. Mais c'est des débats qui sont sans fin. Tu vois des personnes qui ont bossé toute une carrière, 40 ans de prépa physique, et en fait qui sont toujours en train de se battre face au même sujet. Là, oui, il va falloir qu'on change des choses à terme, quoi. Ouais. Culturel. C'est complexe. Je voulais passer sur un deuxième thème qui est le profil du sportif. Bon, c'est assez large, mais j'aimerais parler du profilage force-vitesse et profil d'endurance. Mais avant d'évoquer ces deux notions, est-ce que toi, tu établis des profils pour les sportifs que tu suis? Et si oui, comment tu établis ce profil de manière assez générale et quels paramètres prends-tu en compte? Moi, quand je bosse, en gros, je fais 2 catégories: profil mécanique, profil physiologique. L'idée, c'est voir, en gros, c'est très à la mode de parler de profilage et parfois les gens ne comprennent pas trop à quoi ça sert. Pour moi, l'exemple le plus simple à comprendre, c'est celui du sprint. Parce qu'on peut voir, on est dans une équipe, on fait un test de 30 mètres, 20 mètres en sprint, et puis on peut voir apparaître des mêmes résultats. J'ai fait 30 mètres en 4,02. Si j'ai deux sportif A, sportif B, 4,02, 4,03, je vais considérer qu'ils ont les mêmes qualités. Ils courent vite ou ils courent pas vite. Alors que maintenant, avec l'amélioration technologique et puis justement le fait de pouvoir aller investiguer ces déterminants mécaniques, donc en gros, comment fonctionne le corps pour faire une performance, on peut s'apercevoir qu'il y a des stratégies totalement différentes. Et il y a des gens qui vont exprimer leur vitesse dans un spectre plutôt orienté sur la force, d'autres plutôt orientés sur la vitesse. Et en gros, c'est un petit peu comme si on avait des stratégies pour arriver à une même perf différente, quoi. Si on n'a pas connaissance de ces stratégies, on fait un peu au doigt mouillé et puis on entraîne soit tout le monde à la même enseigne, soit potentiellement on peut prendre le risque de justement pas amener les bons stimuli par rapport aux besoins. Donc quand on parle d'individualisation de l'entraînement, ça va être important de comprendre comment fonctionne le corps pour justement amener du stimuli qui soit en lien avec les besoins. À terme, pour moi, ça aussi c'est de la prévention parce que le risque, quand tu entraînes quelqu'un, si tu amènes du contenu et qu'il ne se passe rien alors que tu fais des évaluations AB pour constater des progrès, s'il n'y a pas de progrès, le réflexe du prépa physique en général, c'est augmenter la dose, quoi. Donc augmenter le volume et puis chercher à amener plus d'entraînement, plus de séries, plus de répétitions, etc., etc. Alors que si le problème, c'était justement la prescription initiale qui n'était pas en lien avec les besoins, peut-être qu'en fait, notre sportif, c'est juste pas un bon répondeur à cette méthode parce que c'est pas ce sur quoi il a besoin de bosser. Et dans ce cas-là, j'augmente encore plus le volume, je le fatigue, voire à terme, je le surmène et puis je le blesse. Donc, être capable de faire du profilage, c'est aussi être capable de se dire sur quel bouton je vais appuyer pour potentiellement en mettre moins, mais en mettre mieux. Donc, mécanique d'un côté, tout ce qui va être musculation, saut, sprint, justement, dont je parlais. Aujourd'hui, on peut Technique faire... aussi. Alors, Technique aussi. bonne question. Alors, la technique, oui, sur un aspect de prévention. Aujourd'hui, le tilt du bassin, il y a plein de choses qu'on sait qui vont nous amener
soit à prévenir la blessure, soit à la blessure. Après, ça reste des sujets très très touchy parce qu'encore une fois, coordination musculaire, on sait que quand on fait des tests sur des sportifs sur un mouvement ultra isolé, bah, on a autant de coordination musculaire que de personnes qui sont passées sur le test. Donc en gros, chaque personne s'organise différemment pour arriver au même mouvement. Donc ça, c'est valable sur une extension de genou. Donc si c'est valable sur une extension de genou, quand on commence à parler du sprint et donc polyarticulaire euh, très 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 compliqué d'aller faire de la technique là-dessus, mais par contre, en effet, ne serait-ce que le gainage, avoir un bassin stable, ou un valgus de genou. Encore une fois, là, il y a des papiers qui sont sortis relativement récemment. Bah, le fait que le valgus de genou, donc c'est le genou qui rentre vers l'intérieur quand je me réceptionne, que je tente Ouais. de sauter, bah, pendant longtemps, on a mis en avant que c'était un risque important pour les blessures, notamment ligaments croisés. Mais aujourd'hui, c'est pas si certain en voyant les résultats, quoi. Alors moi, je pars quand même du principe que, bah oui, ça nous montre quand même soit des faiblesses musculaires, soit des problèmes de coordination, de synchronisation et puis de technique. Donc, à mon avis, le valgus, vaut mieux le mettre de côté. Mais scientifiquement, quand on regarde les résultats, bah, on a quasiment autant de ruptures de croisés chez des personnes qui n'ont pas de valgus que chez des personnes qui ont des valgus. Et dans l'autre sens, on a aussi des personnes qui ont des valgus qui font une carrière sans se blesser. Donc, dès qu'on arrive sur l'aspect préventif, complexe, quoi. Mais au moins, mieux comprendre euh, l'organisation du développement des qualités physiques pour individualiser le contenu, quoi. Ok. Et du coup, donc là, tu as parlé d'un point de vue mécanique et d'un point de vue physiologique, du coup. Ouais. Alors, mécanique, bah, profilage force-vitesse, c'est clairement à ça que ça sert, quoi. Donc, ça peut se Ouais. faire sur plein de types de mouvements. Aujourd'hui, il est plus étudié, encore une fois, le sprint, la détente verticale, le pédalage pour les cyclistes. On a aussi des choses très, très spécifiques, quoi. Mais il y a des recherches actuelles sur le direct en boxe, là, qui a été publié il y a un an. Les mouvements de musculation, évidemment, que c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on va s'apercevoir que si on prend une panoplie d'exercices de musculation, bah, le profilage va nous montrer potentiellement on réagit pas, enfin, on s'organise pas de la même façon en fonction d'un mouvement vertical, d'un mouvement horizontal. Donc, si on n'a pas perçu ça, potentiellement, on n'amène pas les bons stimuli. Donc, encore une fois, le sprint, pour moi, c'est le plus simple à comprendre parce que on part d'une vitesse zéro, donc logiquement force maximale au sol, pour arriver à une force très très faible et une vitesse maximale. Donc sur une seule accélération, on traverse tout son profil, tout son sprint force vitesse. Et c'est notamment grâce à ces méthodes d'évaluation qu'on a mieux compris des performances comme celle du Usain Bolt ou celle de Christophe Lemaître. Christophe Lemaître, c'était un peu un ovni, personne ne comprenait trop pourquoi est-ce qu'il était capable de courir aussi vite, premier blanc à passer sous les 10 secondes, etc., alors qu'il avait des performances en musculation très très faibles et quasiment dignes pas d'un sédentaire, mais d'un sportif modeste, quoi. Et pour autant, eh ben, il tape tout le monde au 100 mètres, quoi. Et en fin de compte, en étudiant son profil force-vitesse, on s'est aperçu qu'en effet, sur on va dire, l'application de la force à vitesse faible, donc la force qu'on connaît comme nous, la force notamment en musculation, quoi, soulever lourd, bah, pas très fort. Donc, ça se transmet aussi sur mauvais démarrage. Par contre, quand on atteint de très hauts niveaux de vitesse avec des temps de contact au sol très brefs, on considère qu'on est de l'ordre de 70 à 80 millisecondes temps de contact au sol. Ça veut dire que dans ce laps de temps-là, il faut mettre des impulsions de force au sol pour courir plus vite que les autres, le plus élevé possible, mais l'antagoniste de la force, c'est le temps, quoi. Si j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas développer beaucoup de force. Et malgré en gros ces temps de contact au sol extrêmement brefs, Christophe Lemaître, lui, il est capable de développer beaucoup plus de force que les autres. Et en plus, on a aussi une question, quand tu reparlais de technique, ça peut aussi rentrer là-dedans, d'orientation de la force au sol. C'est-à-dire que quand on sprint, en fait, on a des forces qui s'appliquent pour courir vers l'avant, mais comme on est des humains et qu'on n'est que sur deux pattes, on a aussi des forces qui s'appliquent pour tenir debout, pour pas se casser la gueule, quoi. Donc, la répartition de ces deux niveaux de force, celle pour tenir debout et celle pour se propulser vers l'avant, des mecs comme Christophe Lemaître, ils en appliquent beaucoup plus vers l'avant, ce qui fait qu'en gros, on parle d'efficacité, quoi. Efficacité d'application de la force au sol. En termes d'efficacité, beaucoup plus performant
que d'autres sprinters, pourtant beaucoup plus musclés, beaucoup plus forts. On peut repenser à un peu plus longtemps, mais les années 90 avec Maurice Green et toute l'équipe des Ricains qui avaient des cuisses pas possibles, et explosifs comme personne, quoi. Et ben pour autant, on s'aperçoit que en fait, c'est pas la seule stratégie, même si c'est pas forcément un choix, mais la seule stratégie pour arriver à une bonne performance sur 100 mètres. Donc, si on comprend les stratégies de notre sportif en face de nous, on peut mieux comprendre ses besoins. Typiquement, Christophe Lemaitre, pas très fort sur le début, très fort à la fin, qualité naturelle. Potentiellement, lui, son entraînement plutôt à orienter sur des qualités de force pour améliorer son démarrage, quoi. Ok, super intéressant. Et comment tu fais pour, concrètement, est-ce que tu pourrais donner un exemple de comment on recueille les... Alors, si on recueille des données, mais Ouais. pour savoir, ok, le mec, il est bon en force ou il est moins bon en vitesse, tout ça, pour jauger un peu ces deux qualités physiques. Alors, ça va dépendre des mouvements qu'on va étudier. Ouais, bien sûr. Si on prend le sprint, encore une fois, en exemple, c'est quasiment le plus simple, même si le protocole à mettre en place n'est pas forcément le plus simple quand on veut le mettre de façon, on va dire, quand on a un budget de 50 euros. C'est pas forcément le plus simple parce il va falloir être très précautionneux. En gros, on va faire un sprint. Alors, encore une fois, très différent si j'ai des sprinteurs professionnels ou si j'ai monsieur tout le monde, euh, également sport co, également tout type de sport. En gros, les sprinteurs, comme ils apprennent à courir, ils développent de la vitesse jusque très tard. Donc, eux, il leur faut beaucoup de distance pour arriver à vitesse maximale. Mais encore une fois, c'est une population très très petite. Si on prend quasiment tous les sports co, tous les sportifs de façon générale, arrivé à 30 mètres, on a atteint vitesse max. Donc ça veut dire que dans un sprint de 0 à 30 mètres, notre but, c'est de recueillir des temps relativement nombreux pour reconstruire le spectre d'accélération. Et à partir de là, si on connaît la masse du sportif, si on connaît quelques mesures, enfin en gros quelques informations anthropométriques de sa composition corporelle, quoi, on est capable de recalculer, et on n'a pas besoin de le faire, c'est pas des maths, hein. On met juste nos petites informations dans un tableau, et notre tableau, il va nous recalculer tout seul le profil force vitesse. Donc, encore plus concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 30 mètres, je mets en place tous les 5 mètres des plots, mais de façon très précise, parce que le but, c'est que si j'ai pas des cellules top qui coûtent la peau du cul, je vais le faire avec mon smartphone, encore une fois. C'est valable, c'est validé scientifiquement, ça tient la route à partir du moment où on fait super gaffe à la mise en place du protocole. Et en gros, le gros problème qu'on a dans cette mise en place, c'est que on va se mettre en face de notre sprinter qui va courir devant nous, et on va avoir un souci de parallaxe, c'est-à-dire que si je regarde bien en face de moi et que je vois un sprinter passer tout droit derrière un plot, en effet, je peux noter le moment où il passe bien derrière le plot, c'est facile parce qu'il est en face. Par contre, s'il n'est pas parfaitement en face, s'il est un petit peu incliné, moi, ma perspective d'observation, elle va être un petit peu faussée, parce qu'il va passer, quand lui il va être en face, moi je suis pas en face du plot, je suis un petit peu décalé, donc j'ai l'impression qu'il passe plus tôt. Vous voyez l'idée, quoi. Donc en fait, on a estimé les distances des plots prenant compte de cette erreur de perspective. Ce qui veut dire que dans le protocole, en gros, pour le plot de 5 mètres, ça va pas être 5 mètres 00, ça va être 4 mètres 74, quoi. Et comme ça va nous corriger notre perspective. Et donc, en filmant sur un trépied, pour que ce soit bien fixe, je vais me mettre à 10 mètres de ma zone de sprint et je vais filmer mes 30 mètres de sprint. Et derrière, je vais juste noter, il est passé à 5 mètres, j'appuie sur la bonne image. En gros, j'aligne le bassin de mon sportif sur le plot. Dès que c'est bien aligné, je considère que c'est le moment où il a franchi les 5 mètres, quoi. Je marque pour 10, je marque pour 15, je marque pour 20, je marque pour jusqu'à 30. Et là, je vais avoir tous mes temps de passage aussi précis que des cellules. Et donc, dans mon document Excel qui a été mis en lien gratuitement, qu'on peut retrouver sur Internet, je vais renseigner juste mes informations, mon poids, etc., quoi, et je recalcule tout mon profil force-vitesse. L'important, ça va être les clés de lecture du profil derrière. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah bah, on a vu ce que tu faisais sur YouTube, on a fait les profils force-vitesse, sauf que maintenant, on ne sait pas les interpréter. Pour moi, ça, c'est une très, très grosse erreur. Normalement, on ne choisit pas un test si on ne sait pas ce qu'on va en faire par la suite, sinon c'est une perte de temps. Ou dans le pire des cas, on peut mal l'interpréter et faire des conneries. Donc, ça va plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que je sais
ce que je vais chercher chez mon sportif, donc je choisis un test. Donc le profilage force-vitesse, le plus important, c'est comprendre les interprétations des résultats et qu'est-ce que je vais en tirer par la suite pour programmer mon contenu. Ok. J'espère que c'est Ouais, clair, super. parce qu'à l'oral, c'est pas forcément facile. Si, c'est clair. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien compris comment tu l'as expliqué. Du coup, là, on a fait un bon point quand même sur le profilage force-vitesse. Ouais, là, Et, c'était que sur le sprint. Après, les protocoles vont être différents forcément en fonction de chaque mouvement qu'on va étudier, quoi. ouais, bien sûr. Et du coup, si on rebascule sur, parce que tu m'as parlé que du coup, tu avais tout ce qui était profilage mécanique Ouais. Et et physiologique de l'autre côté. physiologique. Alors, Ouais. physiologique, ça va dépendre du contexte. Alors, dans le meilleur des cas, on va faire un test d'effort en laboratoire. Je ne sais pas si ça te parle, j'imagine. Quand on fait un effort, alors, plutôt pour, euh, pour parler à des gens qui ne seraient pas spécialistes du domaine, quand on fait un effort en endurance, en général, on va faire un test incrémental. Donc, ça veut dire que petit à petit, le niveau, alors par exemple, si c'est un test sur tapis de course, la vitesse, elle est de plus en plus rapide. Et moi, le but, c'est que je tienne jusqu'à ce que j'arrive plus à tenir. Donc, on parle de test incrémental, de test triangulaire, parce que, en gros, c'est crescendo, quoi. Quand on fait ce type de test, en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre corps, il va passer par différents états physiologiques, on va dire. Et donc, on sait que ces états physiologiques, quand je travaille dans ces zones spécifiques, mon corps, il s'adapte et du coup, il va créer des adaptations différentes. Donc, si je suis capable de déterminer ces grands domaines physiologiques, je suis capable derrière de prescrire du contenu et donc d'amener les informations, enfin, d'amener les adaptations qui m'intéressent en fonction de l'analyse de ma discipline, en fonction de mon sportif et de ses besoins propres, etc. Donc, de façon très théorique, dans le meilleur des mondes possibles, quand on va à l'hôpital faire un test d'effort, en gros, on va reconnaître ce qu'on appelle des seuils ventilatoires, c'est-à-dire qu'on l'a tous vécu sans savoir que ça s'appelle comme ça quand on travaille pas dans le domaine, mais en fait, au départ, quand je cours, si je vais courir un dimanche matin avec des copains, si on est sur un rythme très lent, bah en fait, on est capable de discuter, et puis tout se passe bien, et puis on est limite, on prend l'apéro pendant qu'on trottine, quoi. Si on commence à accélérer un petit peu parce qu'il y a le copain qui veut se tirer la bourre parce qu'il prépare un marathon, puis qui nous en parle depuis des semaines et des semaines, qu'il a envie de montrer qu'il est en forme parce qu'il s'entraîne, il accélère un petit peu. Et nous, là, on sent qu'on commence à ventiler. On n'est plus trop capable de parler ou on est capable de balancer une petite phrase comme ça, mais on ne peut plus tenir une discussion. On est dans une situation qui commence à être un petit peu désagréable, plus du tout le même type d'effort. Et en fait, là, on a déjà franchi un premier cap. Et notre troisième cap, c'est je suis incapable de discuter. Là, je suis vraiment dans un effort qui est très, très intense. Et si on le maintient dans le temps, au bout d'un moment, il va y avoir abandon parce que je sens que les jambes deviennent lourdes, que je ventile énormément, que je sue à grande goutte et que ça va pas, quoi. Donc en gros, bah, ces domaines-là, enfin ces réactions physiologiques, elles sont en lien avec des domaines d'intensité qu'on considère modérés, élevés, sévères. Et puis actuellement, on parle aussi de domaines extrêmes pour tout ce qui va se passer au-dessus du VO2 max. Et donc on peut les déterminer dans ce que je disais dans le meilleur des cas de cette façon-là, avec des seuils ventilatoires qui vont être un petit peu des cassures entre ces domaines d'intensité. Et si on ne peut pas le faire, on va avoir des méthodes un peu plus alternatives. Et moi, 99,9% du temps, ce n'est pas des tests d'effort en laboratoire. Donc ce que je fais, c'est tests VMA que je vais lier ensuite à des tests de temps limite qui en gros vont être... Donc le test VMA, il va me donner une vitesse qu'on considère être la première vitesse qui va solliciter VO2 max et en gros, on arrive à nos limites cardio-respiratoires. Enfin, à partir de ce moment-là, c'est plus l'oxygène qui va nous apporter la capacité de tenir dans le temps, donc on va solliciter d'autres types de ressources. C'est une information qu'on a utilisée très souvent. Tout le monde a vu VMA sur Internet. Sauf que VMA, le problème, c'est qu'on considère qu'on la tient entre 3 et 7 minutes. Et entre 3 et 7 minutes, bah, c'est plus du double. Ce qui veut dire que, par exemple, si je me base sur VMA pour donner du contenu d'entraînement à un sportif ou à un groupe de sportifs et que je donne à tout le monde, dépendamment de leur VMA, du 3 minutes, 3 minutes, si ma VMA, je suis capable de la tenir 3 minutes ou si je suis capable de la tenir 7 minutes, dans un cas, ça va être un calvaire, tandis que dans un autre cas, ça va être moins de 50% de mes capacités de maintien. Donc si je n'ai pas d'estimation précise de combien de temps je peux tenir en fonction des vitesses,
j'ai un problème parce qu'il me manque des infos. En gros, c'est un peu comme toucher-couler. Je dis A, mais je dis pas 2. Donc, je peux pas mettre un point sur mon graphique mathématique. Et on va reconstruire ce qu'on a... Enfin, dans le cas de ce que moi j'utilise, on va construire ce qu'on appelle un profil de vitesse critique. Donc en gros, c'est un graphique qui ressemble un petit peu à une parabole inversée qui s'écroule et qui va être la représentation de tous nos temps de maintien sur des vitesses relativement élevées. Donc pour ce faire, j'utilise 3-4 tests de temps de maintien. Donc ça veut dire qu'en fait, sur plusieurs jours, on fait du testing. Donc ça s'oriente plutôt pour des sportifs individuels. Par contre, on va avoir une belle représentation de combien de temps tu es capable de tenir à telle vitesse, combien de temps tu es capable de tenir à telle autre vitesse. Et en plus, dans l'autre sens, on va pouvoir aussi faire de l'estimation de performance. Combien de temps tu pourrais tenir à telle allure. Ou si tu courais tant de temps ou tant de kilomètres, quelle allure tu serais capable de tenir. Donc ça nous intéresse aussi dans les sports d'endurance. Typiquement, je vais faire mon 10 km, c'est la première fois que je prends un dossard, je vais faire un 10 km. Je sais que j'ai 14 de VMA et j'ai reconstruit mon profil de vitesse critique. Je peux être capable de dire, mon 10 km, je peux l'estimer à 13,2 km/h et du coup, je vais mettre 47 minutes, quoi. Donc ça peut nous intéresser, mais ça va aussi nous intéresser dans la prescription d'entraînement. C'est-à-dire que si je suis capable de savoir combien de temps je tiens à VMA, on va avoir différentes stratégies de programmation. Très souvent, on fait 1,5 fois le temps de maintien total sur une séance de fractionné. Ou on peut aussi travailler sur des fractions de 50% du temps de maintien. Donc ça va nous permettre de donner du contenu. En gros, si je reprends mon exemple de 3 à 7 minutes de tout à l'heure, celui qui tient 3 minutes, sa séance de fractionné, elle va correspondre à 1,5 fois 3 minutes. Donc en gros, on va être sur 4 minutes 30 de temps total. Donc, on va potentiellement faire des fractions de 1 minute 30 et puis on va aller en faire 4. Tandis que celui qui tient 7 minutes, on va faire 1,5 fois son temps limite. Donc là, on va être à 10 minutes. Et on va peut-être faire 3 fois 3 minutes plus une série de 1 minute. L'idée, c'est d'aller individualiser aussi le processus sur les fractions d'effort pour avoir une vision un peu plus claire. Si c'est du sport collectif, il y a une méthode qui demande moins de tests et qui est aussi intéressante, c'est ce qu'on appelle la réserve de vitesse anaérobie. En gros, on va considérer ce qui se passe au-dessus. Alors pourquoi sport collectif ? C'est pas forcément sport collectif, mais c'est plutôt tous les efforts qui vont demander de la répétition d'efforts de haute intensité. Ça serait un peu les disciplines sous VO2 max. Moi, je m'oriente sur le profil de vitesse critique. Tout ce qui va être des performances au-dessus de VO2 max. Répétition de sprint parce que je fais des accélérations sur un match de foot, etc. Là, on va plutôt s'orienter sur la réserve de vitesse anaérobie. Et là, il y a des super... Donc, la vitesse de réserve anaérobie, ça se calcule comment ? En fait, je calcule VMA et je calcule également Vmax, c'est-à-dire vraiment ma vitesse de sprint. Et en fait, je vais considérer le delta qui se passe au-dessus de VO2 max parce que si j'ai un sportif si j'ai 2 sportifs à VMA égale, 17 km/h par exemple, mais que j'en ai un qui a une vitesse maximale de 28 km/h et que j'en ai un autre qui a une vitesse maximale de 36 km/h, on va considérer que les qualités anaérobies ne sont pas équivalentes. Et en effet, si je fais des répétitions d'efforts supra VO2 max, 130%, etc., on va s'apercevoir que celui qui a une vitesse max beaucoup plus élevée, il va être beaucoup moins dans le dur que l'autre, si je leur donne le même contenu. Donc plutôt que de se baser sur VMA pour prescrire du contenu supra VO2 max, je vais me baser sur cette vitesse de réserve. Et donc, je vais pouvoir ségréguer comme ça les capacités de mes sportifs, aussi dépendamment de leur qualité anaérobie. Et il y a beaucoup de travaux actuellement, notamment Sanford, Martin Buchheit qui est français, Paul Lawson, qui travaillent sur ce qu'on appelle les profils locomoteurs, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus que dans cette méthode d'évaluation, on va avoir des gens qui vont avoir tendance à avoir un profil orienté en endurance, d'autres orientés en vitesse, et d'autres un profil hybride qu'on va appeler un profil mixte. Et que ce type de profil va aussi correspondre à la capacité à bouffer du volume d'entraînement. Typiquement, les profils en vitesse, souvent, trop de volume, blessure. Donc, être capable de faire de la ségrégation comme ça aussi dans nos sportifs avec des groupes
de besoins et de capacités différentes, ça peut être intéressant. Là, ça rentre sur un sujet très, 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 très vaste. Mais voilà, moi, en gros, ma façon de bosser, c'est ça. Si c'est des performances sous VO2 max, plutôt la vitesse critique ou puissance critique, parce qu'on peut travailler avec... en ce moment, je bosse pas mal avec le Stride, qui est un petit capteur de puissance qu'on fout sur la godasse pour les sports d'endurance, c'est intéressant. Et puis si c'est supra VO2 max, là, plutôt avec la réserve de vitesse anaérobie. Ok, et tu parlais de VMA, tu utilises quel test de VMA quand tu la testes? Alors, Parce qu'il y en a plusieurs. ouais, si c'est du sport collectif, moi, en général, j'utilise le 30-15 IFT. Donc, c'est pas vraiment la VMA, c'est la VIFT, en gros, la VMA intermittente. Si c'est VMA classique, donc plutôt que j'utilise pour les sports d'endurance. Si c'est sur tapis, je fais le test que je te dise pas de bêtises, je crois que c'est le truc médical de Bordeaux. C'est un test qui est fait en hôpital, quoi. En fait, il y en a beaucoup qui existent, hein, mais c'est juste des différences sur les incrémentations, les paliers, etc. Donc, il y a un test relativement classique. Et après, mes tests de temps limite, j'utilise le protocole de BIA, où on fait 20 minutes à 50% de VMA, 1 minute d'incrémentation jusqu'à la vitesse cible, et puis ensuite, temps de maintien total. Et si c'est sur terrain, en général, c'est Luc Léger. Si c'est sur terrain pour des sportifs d'endurance sur piste, quoi. Je le fais pas en aller-retour, je le fais en plot autour de la piste, où là tu t'envoies les bips pour normaliser la vitesse. Et du coup, tous ces tests, donc ce qu'on a dit, enfin ce que tu as dit, pardon, pour profilage force-vitesse et du coup ce qui est endurance, du coup tu vas établir le profil de ton joueur. Tu le fais une fois en début de saison, tu le refais une deuxième fois au cours de la saison. Quelle est la fréquence du coup de ces tests que tu fais? Alors, moi, je fais assez fréquemment, parce que mon but, c'est justement de voir si les méthodes d'entraînement, elles amènent des choses. Surtout sur les sportifs d'endurance. Les sportifs d'endurance, l'avantage, c'est qu'ils sont pas trop, je vais dire feignants. Ils sont pas gênés par le testing, parce que ça fait partie du truc. Les sports co, parfois, c'est plus compliqué, mais notamment quand tu fais un 30-15, ça rechigne parfois à le faire toutes les 6 semaines. Oui, ça pique. C'est ça. Mais encore une fois, je pense que ça c'est un sujet dont on parle jamais sur les réseaux, parce que c'est pas un truc qui est simple à mettre en avant, mais la motivation et comment faire en sorte que tes sportifs ils aient envie de faire le test, c'est central, quoi. On est un métier d'humain, et si t'es pas capable de booster un groupe pour leur dire aujourd'hui on se tire la bourre, mais c'est pour être capable derrière de faire du contenu plus pertinent par rapport à vos besoins, et que tu leur amènes et qu'en même temps tu les challenges, et il faut pas que ce soit un frein, quoi. Donc ouais, 30-15 assez fréquemment. Après aussi, alors, là, je parle à l'époque où j'étais en sport collectif, forcément ça dépend aussi du staff, parce que prépa physique, pas entraîneur, quoi. Donc c'est aussi l'entraîneur qui me valide le truc, mais en général on était toujours capable de le placer dans les 15 jours de ce que moi j'estimais. Un peu plus tôt, un peu plus tard, pour s'arranger, pour répondre à ce que veut l'entraîneur, quoi. Mais il n'y avait aucun souci pour mettre en place des tests fréquemment. Si c'est pour faire des tests début de saison et puis les faire, à mon avis, ça vaut pas vraiment la peine de les faire, quoi. D'accord. J'ai une dernière question pour toi pour le profil du sportif. Alors, on va sortir un peu de la prépa physique. Mm. Est-ce que tu penses que quand on établit le profil d'un sportif, il est important, alors indispensable, c'est peut-être un grand mot. Est-ce que tu penses qu'il est important d'établir aussi un profil sur certaines capacités psychologiques? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, certaines habilités mentales. Je sais pas, par exemple, hein, motivation, Ouais. concentration, énervement peut-être, je sais pas, mais bon, c'est pas trop une habilité mentale, mais voilà, ce genre de choses. Que tu penses qu'il faudrait établir un profil psychologique? Alors je pense qu'il faudrait. Est-ce que j'en ai les compétences? Je ne pense pas. Oui, c'est un peu plus de la prépa mentale. Ouais.
Tu vois, moi, je mets tout le temps en place les questionnaires parce que à mon avis, on peut difficilement se passer de ça parce que ça nous amène de l'information. En même temps, c'est des choses qui sont simples à faire, des wellness, ce genre de choses. On n'a pas besoin de mettre énormément d'indicateurs en place et on récolte des informations qui sont précieuses. Forcément, le dialogue avec le sportif, il est essentiel et à chaque séance d'entraînement, quand tu arrives à une séance, il faut être capable de savoir dans quel état est ton sportif parce qu'en effet, entre le questionnaire auquel il a répondu le matin et puis s'il a pété sa voiture sur un parking en arrivant, l'état n'est pas forcément le même. Après, c'est tellement complexe pour moi, les émotions, elles varient constamment au jour le jour. Estimer l'état de forme, pour moi, c'est aussi un peu estimer l'état psycho, mais ça va dépasser de mes compétences. Tu vois, j'essaie de rester un peu sur ce que je suis capable de faire. J'adorerais bosser avec des gens dont c'est le métier, j'en connais d'ailleurs, qui font ça à haut niveau, mais je suis incapable de te dire ce qu'ils font parce que j'ai pas le temps de mettre le nez là-dedans. Mais oui, évidemment que c'est central. Et puis, de toute façon, travailler avec de l'humain, tu le vois aussi, tu as des comportements qui ressortent. C'est important d'être, je dirais, empathique, même si ça peut paraître naïf de dire ça comme ça, mais d'être à l'écoute de ces athlètes, qu'on soit en sport collectif ou qu'on soit en sport individuel et qu'on travaille avec une seule personne. De toute façon, évidemment que c'est primordial. Mais pour mettre en place du réel protocole d'évaluation, pour faire du profilage de ça, malheureusement, je n'en ai pas les compétences. Oui, mais après, ça rentre dans le domaine des préparateurs mentaux, donc Ouais. ça reste complexe. Mais après, je sais que tous les sportifs ou toutes les équipes n'ont pas de préparateurs mentaux. C'est en train de se développer, mais voilà, après, pour qu'un prépa physique le fasse, je pense déjà les prépas physiques, ils n'ont pas assez de temps pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Ouais, Et et ça reste puis une piste à explorer, quoi. alors moi, pour moi, c'est aussi un réel problème. Alors là, ça rentre plus dans des réflexions philosophiques, on va dire, mais c'est un réel Mm. problème de notre société et même de notre système de formation qui est passer plein de diplômes différents, essayer d'être le meilleur pour prétendre à des bons postes, quoi. Moi, ça me fait chier ce genre de truc parce que, à mon avis, tu vois, moi, typiquement, en plus de mettre la tête dans tout, dans plein de sujets de la prépa physique, tu vois bien que tu es incompétent partout. Parce qu'en fait, les mecs qui bossent uniquement sur les sports d'endurance, ils sont incroyablement meilleurs que toi. Les mecs qui bossent uniquement sur les sports collectifs, ils sont incroyablement meilleurs que toi. Et Mm. t'as des gens qui passent leur vie à traiter d'un sujet. Donc moi, mon rêve, encore une fois, c'est naïf, et c'est plutôt de l'utopie, on va dire. Mais ce serait que dans chaque club, on retrouve un staff, quoi. Et tu as le mec dont c'est sa spécialité qui bosse uniquement là-dessus. Tu as le prépa physique qui bosse uniquement sur la prépa physique. Tu as le kiné qui bosse uniquement sur la kiné. Et on le voit aussi en ce moment beaucoup dans le domaine de la kiné avec des kinés préparateurs physiques. Et tu vois, moi, ça me pose problème. Alors, ça me pose pas problème de concurrence ou quoi que ce soit, hein. C'est pas l'idée de la guéguerre, mais c'est plus que ça veut dire qu'en fait, dès qu'un club, ce qui l'arrange, puisqu'il paye qu'une seule personne au lieu d'en payer deux ou trois, Oui. embauche des personnes qui font ça, en fait, à mon avis, ça va ni dans le sens des sportifs et ni dans le sens d'améliorer nos métiers, parce que c'est considéré qu'en fait, c'est parce que tu as passé un DU, tu es préparateur physique, alors que tu as des gens qui font des années d'études dans le domaine, et vice-versa. Moi, c'est pas, enfin, tu vois, je ferais un an de kiné aujourd'hui, jamais je considérerais que j'ai les compétences d'un kiné qui a passé 4 ans à faire ça, ou un prépa mental qui a passé un master. Donc, encore une fois, utopie, mais moi, je rêve d'un monde où en fait les gens travaillent ensemble et puis tirent dans le même sens. Après, il y a aussi la complexité de travailler en équipe, c'est autre chose. Et C'est en un autre plus, sujet. moi, si je bosse à mon compte, c'est justement parce que travailler en équipe, c'est pas toujours facile. Je suis pas une tête de con, mais tu vois, c'est pas toujours simple de bosser en groupe. On n'a pas forcément les mêmes avis, donc forcément, quand tu es tout seul, tu fais tes choix tout seul. Mais c'est toute une gymnastique. Je pense qu'on est dans une société qui refuse un peu ça. Mais on y viendra, puisque de toute façon, si on veut des performances qui s'améliorent toujours, parce que derrière, ça crée de l'argent, parce que c'est plus impressionnant à la télé, Faut mettre les moyens. voilà, il faut en foutre partout, quoi.
Ouais, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure pour le fait que on est prépa physique, mais on est incompétent partout, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, je C'était parlais dans. pour moi, hein. Ouais, ouais, non, mais oui, 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 d'accord, mais même, je pense, pour des. Alors, je veux pas que ça soit péjoratif, mais pour des prépas physiques normaux, ouais, on a des personnes qui sont spécialisées vraiment dans des domaines. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de profil force-vitesse. En France, on a Jean-Benoît Morin qui est spécialisé vraiment là-dedans. Et c'était dans un ancien podcast là, que j'ai fait avec Aurélien Broussel-Derval, où il disait faut pas avoir honte que, je sais plus comment il l'a dit, mais si on est avec un joueur, on a développé je sais pas moi, son endurance, si on est bloqué un moment, on sait plus trop quoi faire, bah, de pas hésiter à aller voir un prépa physique ou un spécialiste vraiment de l'endurance d'un sujet précis qui connaît mieux que nous ce sujet-là pour nous aider à débloquer. Et la manière dont il avait dit, c'était vraiment super intéressant. J'avais des auditeurs à aller écouter le podcast parce que c'était vraiment intéressant ce qu'il avait dit là-dessus, quoi. C'est important de. On nous invite à ne pas être modeste, puisqu'il faut se vendre, puisqu'il faut choper les métiers, les prestations, les postes. Mm. Et c'est une mauvaise chose, parce que l'honnêteté intellectuelle, c'est ce qui permet de tirer tout le monde dans le bon sens. Tu vois, tu as des gens qui passent des diplômes d'haltérophilie auprès de la fédération d'haltéro, qui ont des niveaux exceptionnels dans ce domaine-là, et évidemment qui vont être meilleur que potentiellement quelqu'un qui a juste une formation de CrossFit level 1 et puis qui lui-même sera meilleur que celui qui n'a pas de diplôme et puis qui a soulevé 3 barres dans sa vie, quoi. Et en fait, si tu n'as Mm. jamais soulevé de barre dans ta vie, faut pas s'improviser juste pour donner l'image de je suis prépa physique. Non, en fait, on a des outils, on a beaucoup d'outils. Et quand je dis outils, c'est tu vois, pour moi la kettlebell et les méthodes d'entraînement autour, c'est un outil. L'haltérophilie, c'est un outil. La pliométrie, c'est un outil. Et en fait, évidemment qu'on peut pas être. Il y a des gens qui ont entraîné toute leur vie autour d'une seule thématique, et puis forcément qui sont ultra experts, mais pouvoir profiter de leur niveau d'expertise et d'en tirer des petites choses pour nous perso et puis pour nos athlètes, autant y aller à fond. Et tu parlais de Jean-Benoît, quand tu vois quelqu'un de ce niveau de, comment dire, de capacité de travail et qui traite de 3, 4 thèmes thématiques centrales de ses travaux toute une vie. Et Ouais. évidemment que ça veut dire que le profilage force-vitesse, tu le comprends pas en 10 minutes avec une vidéo, quand bien même le mec il t'a montré le protocole, quoi. C'est-à-dire que derrière, chaque méthode d'entraînement, il faut les essorer, prendre énormément d'expérience, comprendre, faire de la merde, parce que ça fait aussi partie du taf. Et plus on fait de la merde en études, potentiellement moins on le fera derrière sur le terrain une fois qu'on est pro. Et c'est quand même un peu mieux. Donc, non, à mon avis, il faut être modeste. Et je dis pas ça pour tenter de faire bonne figure, hein, mais moi j'ai plein de limites. Et plus je lis, plus je tombe sur des thématiques et plus je me dis que j'en connais pas une, quoi. Mhm. Et pourtant, je forme des gens. Donc, ça m'arrive très fréquemment. C'est vraiment un truc qui me fait délirer. Mais ça m'arrive très fréquemment d'avoir des étudiants en fin de L3 qui viennent me voir et qui me disent: est-ce que vous pensez, monsieur, parfois on se tutoie, que, ça vaut le coup que je fasse un master, parce que pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, quoi. Et franchement, quand j'ai un étudiant qui a 3 ans dans les pattes, qui me sort un truc comme ça, alors que moi, j'ai l'impression que je suis au balbutiement de mon apprentissage dans mon domaine, je me dis que ça veut dire qu'il est encore pas à l'étape d'avoir compris tous les manques qu'il a, que c'est très Mhm. grave, parce que tu pars avec énormément de certitudes, quoi. Alors, il faut des certitudes, avoir des convictions. Si je pouvais amener des conseils à des jeunes prépas, ce serait avoir des convictions. Ça, c'est sûr, parce qu'il faut des bases solides pour savoir dans quel spectre on se met pour se mettre à entraîner des gens. Mais toujours garder en tête qu'on fait face à des individualités face à nous. Donc, il y a autant de réponses à l'entraînement qu'il y a de sportifs à l'entraînement. Et donc, il faut essayer des choses, mais avoir toujours un point de vue réflexif. Et puis ouais, d'être en formation continuellement. Et encore une fois, le but de l'université ou le but du diplôme, ou le but, c'est juste du DU, etc. C'est juste d'ouvrir des brèches, de montrer des thématiques,
Mais quand on voit qu'il y a des gens qui passent toute une vie à travailler sur une thématique, ça veut dire que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à gratter, quoi. Après, ça n'empêche pas d'être bon dans plusieurs domaines, parce que Hum, quand on sort d'un master, on a des connaissances, comme on connaît des choses en endurance, en puissance, en profilage, tout ça, ça n'empêche pas. Mais après, c'est être expert dans un domaine, faut vraiment se consacrer énormément de temps dans un seul domaine, quoi. Mais après, ça n'empêche pas d'être un bon préparateur physique qui connaît quand même pas mal de choses, hein. Si on travaille, il y a pas de souci avec ça. Oui, faut pas non plus que ce soit effrayant. Ouais, ouais, Je veux ouais. pas tenir un discours qui fait peur, mais je veux plutôt amener à se dire, il faut toujours rester dans une logique de, c'est pas parce que j'ai déjà mis cette méthode en place avec tel groupe et que ça a très bien marché qu'au final, si je change de contexte et que je mets la même méthode en place, ça va fonctionner, quoi. Ouais. Il y a des choses qui, moi, me passionnent, mais quand tu regardes des évaluations, enfin des papiers sur des méthodes d'entraînement, par exemple, en général, on regarde la moyenne de progression. On a mis en place de la méthode bulgare sur 12 semaines et puis on voit qu'on a 15% d'amélioration de la puissance à terme, quoi. Mais quand tu regardes les individualités, parfois tu as des gens qui ont stagné et parfois tu as même des gens qui ont régressé. Et on appelle ça les non-répondeurs. Et sur quasiment toutes les méthodes d'entraînement, tu as des non-répondeurs. Et ces non-répondeurs, on peut les quantifier à hauteur de 6 à 9% par groupe. 6 à 9%, c'est énorme. Enfin, tu es quasiment une personne sur 10. Ce qui veut dire que si tu es Ouais. dans un contexte de sport co, peut-être que oui, tu as fait progresser 9 personnes, mais qu'il y en a une qui n'a pas progressé. Sauf que toi, ton métier, c'est de faire progresser tout le monde. Donc, tu peux fermer les yeux, ça facilite le truc, hein, évidemment. Et si tu veux te challenger, c'est pour faire progresser tout le monde, il faut que je prenne en considération toutes les individualités au sein du groupe. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, c'est juste de ne pas rester sur ses acquis, puis de se dire, j'essaye des choses, je vois ce qui se passe, j'évalue fréquemment pour justement constater ce qui se passe, et puis rester très, 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 très large, quoi. Ouais, ouais, et puis bon, là, on a du coup la notion d'individualisation qui rentre en compte. Mm. Et même, pour reprendre l'exemple de l'étudiant qui était venu te voir, des fois, on connaît pas mal de choses en théorie, mais après, en pratique, c'est notre histoire, quoi. Parce que surtout qu'on est Oui. étudiant, on a nos premiers pas, nos premières expériences, donc c'est autre chose, quoi. T'as des trucs qui te rassurent. Si je reviens à cet exemple justement de cet étudiant, il travaillait Mm. déjà depuis 2-3 ans dans une salle, Ok. il faisait des stages, quoi. Et en fait, il connaît son tableau de 1 RM par cœur. Donc, oui, en fait, tu veux faire de la force, tu te mets à 80%, puis tu veux faire de la vitesse, tu te mets à 30%, etc. Et, et c'est rassurant. On applique de la mathématique au corps, donc c'est rassurant. Sauf que quand derrière, tu lui amènes, bon, pour te challenger, je te montre tel truc. Et là, tu vois, tu as des sportifs d'endurance, tu as des sportifs de, de sport de force, de force athlétique. Tu les mets à 80% de 1 RM tous les deux. Ton groupe d'endurance, ils font 22 répétitions. Ton groupe de force, ils en font 12. Sauf que ça veut dire que si tu as donné du 8 x 8, pour un groupe, c'est peut-être dur, pour un groupe, c'est peut-être facile. La même logique, notre même réflexion que tout à l'heure avec ta VMA 3 minutes ou 7 minutes, quoi. Et si tu Ouais. n'as pas pris ça en compte, tu appliques juste des mathématiques au corps. Évidemment, pour appliquer de la 1RM ou de la VMA avec des pourcentages, ça va vite. Tu connais ta pyramide, c'est parti, quoi. Comment tu franchis le cap d'après, quoi. C'est pas tout le monde à la même sauce. Et pourquoi pas tout le monde à la même sauce? Et du coup, quelle sauce pour chacun, quoi. C'est là que Ça, c'est excitant. et là, ouais, là, il y a du travail. Écoute, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que pour conclure, tu aurais une anecdote ou une expérience à nous partager que tu aurais pu vivre avec un sportif ou même tout seul, où il en est sorti quelque chose de positif, de constructif, quelque chose que tu aurais appris? Alors, je n'ai pas trop réfléchi à ça. Où je pourrais en tirer quelque chose de positif. Ouais, une expérience enrichissante, tu vois, qui, en général, elle fait réfléchir cette question. Ouais. Ouais. Euh, Mm.
pour faire réfléchir aussi, parce que tout le long, je vante l'intérêt du testing, etc. Donc le testing, c'est super cool quand ton sportif il a progressé. Par contre, Oui. le testing, c'est beaucoup moins cool quand le sportif n'a pas progressé. Donc parfois, ça peut être pas mal quand tu as un sportif qui n'a pas progressé mais qui est très proche d'une compétition, potentiellement de pas mettre en avant les résultats ou de mettre en avant les résultats que tu as envie de mettre en avant parce qu'ils sont positifs et qui vont te donner de la motivation et de la confiance pour la compétition qui vient 3 à 4 jours après, ce que j'ai déjà pu expérimenter. Et, et puis tu dis que de 15 jours après, que en fait, bon, bah, à ce moment-là, c'était peut-être pas le meilleur état de forme. Tu vois, la variabilité de la fréquence cardiaque, où tu t'es confronté à des tests en détente, type RSI, etc., et puis confronté à du questionnaire wellness. Tu fais un petit peu ta sauce avec tout ça, et puis tu établis l'état de forme de ton sportif. Bah, on arrive à 4 ou 5 jours de la compétition, on rebalance tous ces petits tests-là, et puis en fait, tu vois que ton sportif, il est hors de forme, quoi. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lui dire. Et du coup, là, bah, petit coup de bluff, franchement, là, t'es affûté comme jamais. Dimanche, ça a cartonné, quoi. Et le dimanche, ça se passe très bien parce que tu sais, parfois, de faire de la programmation d'entraînement, tu as passé 12 semaines avec un mec que tu as payé pour ça. Bah, en fait, tu te dis que ça a forcément porté ses fruits et puis, et puis que du coup, ça va être la meilleure perf de ta vie. Et ouais, parfois, ça peut valoir le coup d'arrondir un peu les angles. Ça va avec l'idée du prépa mental de tout à l'heure. Ouais, C'est pas mes compétences, mais tourner le truc en positif, voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, on va dire. ouais. Parfois, ça peut valoir le coup de masquer un peu le testing. Ok. Et ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et écoute, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin du podcast ou un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent? Mais un conseil, ce serait prétentieux, mais un partage, un partage d'expérience. Moi, je tente de toujours me rencarder le plus possible, d'essayer de pas trop être dans les mouvements les effets de mode, parce que ce soit, comme on en parlait tout à l'heure, technologique, ou parfois on voit des méthodes qui viennent et vont. Essayer de se faire des convictions fortes sur ce sur quoi on aime travailler et on veut travailler, c'est important. Et puis de chercher des personnes références en qui on a relativement confiance, et puis qu'on écoute corps et âme pour se faire des convictions, c'est important. Non, sinon, te remercier pour l'invitation, parce que c'est toujours agréable de pouvoir partager sur des sujets. J'espère que les auditeurs auront, si c'est pas appris des choses, eu des bases de thématiques, de notions un peu à droite à gauche à aller fouiller. De Euh, réflexion. ouais, c'est ça. J'espère que Mhm. ça aura servi, que ça aura pu être utile à certains. Et puis au plaisir de pouvoir échanger, évidemment. Bah oui, ils peuvent te retrouver où les auditeurs du coup, sur YouTube, la chaîne Prépa Performance. Ouais, alors actuellement, encore une fois, avec ce dont je te parlais au tout début, de projets top secrets qui me demandaient Ouais, énormément d'investissement. En ce moment, on n'est pas sur les publications de vidéos habituelles, c'est-à-dire que d'habitude, c'est une vidéo par semaine, tous les mardis. Et potentiellement, d'accord. quand j'ai le temps, une deuxième vidéo dans la semaine que plus un petit encart vidéo qui me demande moins de temps à faire, quoi. Actuellement, on est plutôt sur un rythme de deux, voire une vidéo par mois jusqu'à décembre. Décembre, on reprendra le rythme habituel. Euh, et sinon, un petit peu Instagram, mais de la même façon, je suis pas un influenceur, quoi. Je partage pas énormément de choses, même si j'aime bien échanger, et j'ai été très agréablement surpris d'échanger avec des gens, de parler d'entraînement par message privé, etc. Donc ça me D'accord. plaît carrément parce qu'on voit Ouais. il y a des gens très bienveillants puis qui sont dans le partage. Mm. J'essaie de mettre quelques contenus de temps en temps, mais ouais, majoritairement Instagram, YouTube. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ton temps, Merci à toi. pour ce que tu as pu apporter sur cet épisode.
Et non, franchement, c'était super intéressant. Donc, top. Cool. Bah, écoute, je te dis à bientôt et à bientôt pour un nouvel épisode pour les auditeurs qui sont restés jusqu'ici. Avec Allez, plaisir. Longue vie à allez, ton salut. podcast. Salut. Bon, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.